What's new from Apple? There's the new iPhone 16 Pro, built for Apple Intelligence. And it comes with the all-new camera control, giving you an easier way to quickly access your camera tools. The new Apple Watch Series 10 has our biggest display and our thinnest design ever. And this? It's the sound of active noise cancellation, now available on one of 2 new AirPods 4 models. So quiet. Check out all of the new products and new features at apple.com. You can even buy yourself something new. See apple.com for product availability updates. Apple Intelligence coming this fall. The people at KPMG make the difference for their clients. Talented teams leveraging the right technology to uncover insights that illuminate opportunity. KPMG teams together with their clients, working shoulder to shoulder with them to help grow and transform their enterprise. Are you ready to make the difference together? Go to visit.kpmg.us/transformation to learn more. Attention, dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs. D'épais flocons blancs tombent au ralenti dans la nuit noire. Quand Walter sort de chez lui, la tête basse, son blouson se confond avec l'obscurité. Malgré l'absence de vent, un froid glacial se fait sentir et le vieux bonnet rouge qu'il garde depuis 20 ans ne sera pas de trop. Pour ne pas réveiller sa femme et ses filles endormies à l'étage, il ferme très doucement la porte avant de s'engager sur le trottoir. À part les lampadaires qui veillent sur les rues du quartier résidentiel où se situe sa maison, il n'y a pas un chat, pas un bruit. Il faut dire que l'horaire, bientôt 23 heures, et les moins 10 degrés qu'affiche le thermomètre, ne constitue pas vraiment l'atmosphère idéale pour se balader dans les rues de Boston. Mais c'est comme ça. Même après les 30 années de carrière qui font de lui l'un des journalistes les plus chevronnés de la ville, Walter Robinson, que tout le monde surnomme Robbie, ne parvient jamais à trouver le sommeil la veille des publications. Alors c'est le même rituel à chaque fois. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il quitte son domicile et déambule dans sa ville natale. Ses doutes le traversent. Il les laisse faire et s'autorise même à les verbaliser à haute voix, se lançant parfois dans de véritables conversations avec lui-même. Petit à petit, à force de les extérioriser, ses doutes s'estompent et Robbie peut rentrer se coucher. Pourtant, ce soir du 5 janvier 2002, le rédacteur en chef adjoint du Boston Globe a le pressentiment que sa marche rituelle ne suffira pas. Dans quelques heures, son journal, l'un des plus respectés du Massachusetts, publiera l'enquête qu'il supervise depuis près d'1 an. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Non pas que Robbie doute de l'absolue nécessité de cette publication, seulement il connaît trop bien son métier pour savoir quelles en seront les conséquences. Pour un temps au moins, il faudra qu'à Boston les choses empirent avant qu'elles puissent s'améliorer. Là où l'aboutissement de ce travail de longue haleine devrait le remplir de joie, Walter n'éprouve donc aujourd'hui que dégoût, honte et colère en face desquelles sa fierté du travail accompli ne fait pas le poids. Comment pourrait-il en être autrement ? Son équipe et lui ont découvert que depuis des décennies, des centaines d'abus sexuels avaient été commis sur des enfants par des prêtres du diocèse de Boston. Et que leur hiérarchie avait tout fait pour les soustraire à la justice. L'étendue du scandale, le nombre de victimes et les stratégies pour couvrir les coupables sont si invraisemblables qu'aucun des journalistes n'y a d'abord cru. Qui voudrait croire qu'un prêtre use de son aura pour agresser des enfants et qu'un cardinal cherche activement à dissimuler de tels crimes ? Quand Walter s'extrait de ses pensées, il réalise qu'il se trouve devant l'église de la Croix, à 2 pas de la rivière Charles. Les chants qui lui parviennent sont ceux de la veillée de prière que la paroisse organise chaque samedi. C'est beau. Robbie se surprend à penser que c'est beau.
Résistant à l'envie de poursuivre son chemin, il entre. Cela fait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église. Debout, à l'écart, il observe les croyants, le prêtre, puis les servants d'autel, et désespère de répondre aux questions qui lui martèlent les tempes. Comment cette religion peut-elle être à la fois source d'une telle beauté et d'une telle monstruosité ? Et dans cette assemblée de brebis, comment savoir qui sont les loups ? Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'affaire Spotlight, un gigantesque scandale d'abus sexuels dans l'église catholique de Boston, révélé par des journalistes qui pensaient n'avoir affaire qu'à quelques cas isolés de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, je vous parlerai des prémices de l'enquête, du premier prêtre accusé jusqu'à l'arrivée d'un rédacteur en chef opiniâtre à la tête du Boston Globe. Quand ils ne scandent pas leur slogan, les manifestants chantent ou prient les yeux fermés et les paumes ouvertes vers le ciel pendant de longues minutes. Si au départ cela ne devait durer qu'un jour ou deux, une petite semaine tout au plus, cela fait maintenant 2 mois. Chaque matin, lorsque les membres du Boston Globe se présentent devant leurs locaux, ils sont accueillis par plusieurs dizaines d'hommes et de femmes en colère et leur nombre ne faiblit pas. À l'intérieur, la pression se fait sentir chaque jour un peu plus fort et le rédacteur en chef John Discroll ne cache plus son inquiétude. La situation est grave. Les manifestations quotidiennes devant le siège ternissent l'image du journal et celui-ci commence à perdre des abonnés. Dans une ville comme Boston, fortement impactée par l'immigration d'Irlandais catholiques pendant 2 siècles, l'Église possède une influence très importante, s'y attaquer à un prix. Et en ce jour de 1992, le Globe s'apprête à le payer. Cette année-là, Boston est le théâtre d'une tempête médiatique sans précédent. James Porter, un prêtre catholique de 55 ans, est accusé d'avoir sexuellement agressé plus d'une centaine d'enfants dans le diocèse de Fall River. À proprement parler, les faits ne se sont donc pas déroulés dans le diocèse de Boston, mais dans celui de Fall River. Mais comme ce dernier se trouve dans l'État du Massachusetts, le Globe couvre largement le sujet. Problème, la moitié de ses lecteurs sont catholiques, et l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans un premier temps, malgré le nombre considérable de témoignages accablants contre Porter, le délai de prescription rend certaines plaintes irrecevables et le prêtre réfutant toute accusation, l'affaire stagne. En l'absence de réelles preuves, c'est parole contre parole, et le Globe se voit accusé par une partie de la ville de chercher à nuire délibérément à l'Église, ses prêtres comme ses fidèles. À 62 ans, Discroll a vu d'autres tempêtes médiatiques, mais lui-même l'admet, rarement d'une telle envergure. Il était d'abord inenvisageable que son journal se laisse intimider. En tant que rédacteur en chef, et surtout en tant que journaliste toujours passionné, il n'y a pas le moindre doute. C'est sa responsabilité éditoriale d'informer les lecteurs, y compris, et peut-être même surtout, quand il s'agit d'informations aussi sensibles. Ses collaborateurs comme les propriétaires du journal sont unanimes. Pendant un temps. 2 mois après les premiers articles, on sent dans la salle de réunion que le vent commence malheureusement à tourner. Ces derniers jours, Discroll multiplie les rendez-vous avec les avocats du Globe et ses propriétaires. Il n'est désormais plus du tout question de responsabilité éditoriale. Il est question d'argent. Des lecteurs se désabonnent par dizaines et le journal ne peut absolument pas se permettre d'en perdre plus. Ce matin-là, au pied du mur, John Discroll doit prendre une décision. A-t-il vraiment le choix ? Enfermé dans son bureau, son téléphone vissé contre sa joue, l'homme a perdu son sourire légendaire. De temps à autre, il lance de tristes regards vers certains de ses collègues.
c'est la première fois de sa vie qu'il se sent vieux. Il est 12h48. Cela fera bientôt 4 heures que Discroll est en ligne. En salle de rédaction, l'attente est de plus en plus tendue et la couverture de l'affaire Porter par le Boston Globe se termine en même temps que cet appel. La communauté catholique obtient ce qu'elle veut. Hasard ou conséquence, John Discroll prendra sa retraite moins d'1 an plus tard. Et l'on n'entendra plus parler de cette affaire. Jusqu'à ce que 9 ans plus tard, l'histoire se répète. Autour des tables disposées en arc de cercle sous les néons blancs, ils sont une dizaine comme chaque lundi. Mais ce matin-là, les adjoints de la rédaction du Boston Globe sont étonnamment silencieux. Pas de blagues sur le week-end qui vient de passer, ni de discussion animée sur la dernière victoire des Red Sox, l'équipe locale de baseball. Aujourd'hui, le Globe accueille un nouveau rédacteur en chef, et ce n'est pas tous les jours que l'on doit faire bonne impression devant son patron. Il entre. Martin Baron, un homme de grande taille d'une 50aine d'années, salue d'un sourire poli ses nouveaux collègues et, passé de brèves présentations, entre directement dans le vif du sujet. Très professionnel, il écoute, prend note et repère l'angle mort des actualités. Une fois le tour de table terminé, Baron devrait en théorie clôturer la réunion et laisser chacun retourner à son travail. Mais il ne le fait pas. Le rédacteur en chef remonte les pages de son carnet, tout saute, et conscient que sa question en interpellera plus d'un, il choisit néanmoins de la poser. Où en est-on sur l'affaire Geoghegan ? Silence. Tout le monde sait bien sûr de quoi il parle, mais personne ne comprend pourquoi il en parle. L'affaire Geoghegan, c'est un prêtre du diocèse de Boston accusé d'attouchement sur des enfants dans 6 paroisses différentes. Les victimes sont représentées par Mitchell Garabedian, un avocat aussi réputé pour sa discrétion que pour sa redoutable ténacité. Et spécialisé dans les dossiers d'abus sexuels depuis des années. Coriace. Mais ce qui intrigue le plus Baron, c'est que Garabedian accuse publiquement l'éminent cardinal Lowe d'avoir étouffé l'affaire pendant 15 ans. Si cela est vrai, alors l'institution de l'Église elle-même se serait rendue coupable de couvrir des crimes de pédophilie. C'est inimaginable. Mais Mitchell Garabedian dit qu'il en a la preuve. Le problème, c'est qu'en attendant le procès de Geoghegan, qui doit avoir lieu dans 6 mois en janvier 2002, toutes les pièces relatives au procès, y compris les archives du diocèse, sont sous scellé. Dans ces conditions, il est tout simplement impossible de prouver que le cardinal Lowe a couvert le scandale et de publier quoi que ce soit de consistant. Personne au Globe ne voit l'intérêt de colporter des informations basées sur de simples rumeurs. Et puis, 9 ans après l'affaire Porter, la rédaction se souvient que les habitants de Boston n'ont, pour beaucoup d'entre eux, pas vraiment l'envie de suivre ce genre d'histoire. Mais Martin Baron n'est précisément pas un habitant de Boston. Né dans l'État de Floride, à plus de 2000 km, c'est aussi là-bas qu'il a fait ses armes de journaliste. En Floride, l'influence de l'Église est bien moins importante et la machine judiciaire est par certains aspects plus transparente. Cette différence fondamentale entre les deux États, et donc entre Baron et ses nouveaux collaborateurs, va se montrer décisive. Le nouveau rédacteur en chef ose, et tant pis s'il bouscule l'ordre établi, fût-il religieux. Cela dit, il se doute bien qu'une investigation sur un sujet aussi périlleux ne peut être confiée à n'importe qui. Il lui faut une équipe précise, discrète et très organisée. À Boston, il n'existe qu'une seule équipe de ce calibre, Spotlight. Elle travaille pour le Globe et se compose de 3 journalistes expérimentés, dirigés par un certain Walter Robinson. Participant à la réunion en sa qualité de rédacteur adjoint, ce dernier scrute son nouveau patron et il n'est pas déçu par l'audace dont il fait preuve dès son premier jour, à moins que ce soit de l'inconscience. Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller au bout de l'enquête. Et Walter a déjà deviné que c'est à son équipe qu'elle sera confiée. Tandis que tout le monde regagne son bureau, Baron retient son adjoint. « Walter, je peux vous parler un instant ?» Walter Robinson plante ses yeux dans ceux de son rédacteur en chef et lui dit «
Appelez-moi Robbie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Hi, and welcome to IKEA. How can I help? Oh, my schedule is crazy. I just want some me time. Maybe it's time to embrace the joy of staying in. With comfortable beds, pillow and decor, mood lighting, and so much more, you can turn your bedroom into the place to be. Oh, sounds like a dream. We've got you. Visit us in-store or at ikea-usa.com/sleep to create your dream bedroom today. Before Buck Naked Underwear, going out naked was a negative. Grocery shopping in the nude? A big no-no. Sunday service in the buff? A disservice. And naked in the garage? Just odd. Turn naked into a net positive with Buck Naked Underwear and feel like wearing nothing at all, anywhere. Get Buck Naked at your Duluth Trading Store. Je vous retrouve samedi prochain à 11h30 pour le pique-nique de Pâques. En attendant, transmettez mes amitiés à vos parents et dites-leur que je vous autorise à regarder le match des Red Sox ce soir. Le père David Ollie est jeune, drôle et passionné. Les parents l'adorent et à la sortie du catéchisme, même les enfants disent de lui qu'il est cool. Aujourd'hui, son cours portait sur Lazare. Dans la Bible, alors qu'il est mort depuis 4 jours, cet homme est ressuscité par Jésus, qui démontre l'étendue de ses pouvoirs divins en accomplissant ce nouveau miracle. En conclusion de la leçon du jour, le prêtre a insisté pour que les élèves copient dans leur cahier un verset de l'Ancien Testament. « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, c'est lui qui t'a donné la force. » Les enfants sortent joyeusement, à l'exception de Phil. À bientôt 10 ans, l'écriture et l'orthographe tout spécialement constituent encore une grande difficulté pour lui. Mais il s'accroche et il s'applique. Une fois le verset enfin copié, et alors qu'il s'apprête à sortir, le père Ollie l'appelle depuis son bureau juste derrière la sacristie. « Phil, viens me voir une minute s'il te plaît. » Si c'était n'importe quel autre adulte, Phil râlerait, tout pressé qu'il est, d'aller retrouver ses camarades. Mais comme c'est le père Ollie, il n'hésite pas. J'ai besoin d'un petit gars fort comme toi pour m'aider à déplacer ces cartons-là, tu vois ? Phil est tout fier, et tous deux s'exécutent. En portant des boîtes de livres et de bougies, ils discutent de l'école, des profs, des grands frères de Phil. Une fois les cartons rangés, le prêtre demande « Ça te dirait que je te fasse un tour de magie ?» En une seconde, une carte apparaît dans sa main, puis disparaît aussitôt, évaporée. Phil n'en croit pas ses yeux. Très doucement, le père Ollie tend alors sa main vers lui, effleure son oreille et fait apparaître la carte comme si elle s'était retrouvée à l'arrière du crâne du garçon. L'homme et l'enfant rigolent, et puis... « Merci pour ton aide, tu peux y aller maintenant. » Phil sort tout sourire pour découvrir que ses amis ne l'ont pas attendu. Tant pis. Alors qu'il s'apprête à refermer la porte, le prêtre l'appelle encore. « Hé, Phil, tu as oublié ton cahier !» Le samedi suivant, après le pique-nique de Pâques, le père Ollie propose à Phil et à 2 de ses camarades de rester avec lui quelques minutes pour un tour de magie. Les enfants sont sidérés. Cela dit, pourquoi les cartes montraient-elles des hommes et des femmes complètement nus ? Ils n'ont pas compris. Mais le prêtre a dit, avec un clin d'œil, que ce serait un secret. Le dimanche suivant, dans la sacristie, le père Ollie leur montrera son pénis. Le dimanche d'après, il demandera à Phil de lui faire une fellation. Et Phil s'exécutera. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il a 9 ans. Parce que c'est un adulte, non, un prêtre, qui lui demande. Et quand il rentrera chez lui, il ne dira rien. Parce qu'il ne veut pas faire de la peine à ses parents. Et puis, tout le monde dit que le prêtre Ollie est cool. Il faut descendre 2 escaliers, serpenter dans des couloirs en moquette et passer plusieurs portes avant d'entrer dans le département Spotlight
la cellule d'enquête du Boston Globe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces bureaux sont en fait assez modestes. On est loin de l'imaginer, mais c'est pourtant ici que naissent depuis 30 ans des enquêtes capitales, qui ont fait trembler le Massachusetts de la mairie de Boston jusqu'au bureau des gouverneurs. Depuis sa création dans les années 70, Spotlight a par exemple révélé des violences commises dans les foyers pour enfants gérés par l'État, ou encore le détournement par des élus de fonds destinés à l'aide sociale. Si l'église de Boston cache quelque chose à propos des prêtres soupçonnés de pédophilie, Spotlight saura le trouver. Les bureaux de la cellule sont tout à fait banals. 3 hommes et une femme se partagent 2 salles aux murs gris clair, éclairées par des néons blancs. Dans la première salle, 3 bureaux débordent de documents divers, et sur les étagères alentour, des dizaines de classeurs jaunes sont rangés côte à côte comme autant de soldats. C'est le terrain de jeu de Sasha Pfeiffer. Mike Rezendes et Matt Carroll, 3 des meilleurs journalistes d'investigation du pays. Dans le mur du fond derrière eux, une porte toujours ouverte donne sur une seconde salle où se situe le bureau de Walter Robinson qui dirige l'équipe. Tous se connaissent parfaitement, partagent la même passion pour le journalisme et la même exigence. Mike et Sasha, excellents dans le travail de terrain, parvenant toujours à dénicher des adresses ou recouper des témoignages menant à de nouvelles pistes. Matt, quant à lui, est spécialisé dans le data-journalisme. Il maîtrise l'informatique comme peu de personnes le peuvent à l'époque et sait extraire de précieuses informations en analysant rapidement de très larges bases de données. Enfin, Walter Robinson, dit Robbie, est le plus expérimenté des 4. Sa connaissance de la ville et son impressionnant carnet d'adresses ouvrent la plupart des portes. Ensemble, ces 4-là sont redoutés par n'importe quelle institution. Mais pour tout enquêteur, même le plus chevronné, le début d'une investigation ressemble toujours à la même chose, c'est-à-dire à rien, ou presque. Il faut commencer sans savoir où et chercher sans savoir quoi. Comme nous sommes en 2001, Internet ne regorge pas encore d'archives numérisées accessibles en un clic. C'est dans des milliers de coupures de presse papier que l'équipe remonte le temps à la recherche d'éventuels scandales sexuels liés au diocèse. La tâche est harassante. Sasha, Mike et Matt passent leur journée dans des salles d'archives à mettre à l'épreuve leur patience de chasseur. De son côté, Robbie multiplie les appels téléphoniques auprès d'hommes d'affaires influents, d'associations locales ou de cabinets d'avocats, sans grand succès. Cela fait plus de 2 semaines que Martin Baron lui a demandé de mettre son équipe sur le coup et pas la moindre piste en vue. Mais Robbie ne se décourage pas. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Pour le vieux loup qu'il est, pas de doute. Les fantômes de l'affaire Porter, la persistance des rumeurs et l'opacité cultivée par le diocèse sont autant d'indices que quelque chose cloche. Le problème, c'est que le procès du père Geoghegan doit avoir lieu dans maintenant 5 mois. Et que c'est à ce moment-là que Baron veut sortir le premier article. Cela laisse très peu de temps à l'équipe de Robbie, car pour peu qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils devront ensuite le corroborer par des témoignages qui devront eux-mêmes être vérifiés, et s'il s'avère, comme le prétend l'avocat des victimes, que le cardinal Lowe a couvert Geoghegan, la question se posera alors de savoir s'il a couvert d'autres crimes sur lesquels il faudra encore enquêter. Alors que les journalistes de Spotlight réalisent que le temps joue contre eux, ils mettent enfin la main sur un indice, ou plutôt sur un nom. Un homme, ayant porté plainte contre un prêtre du diocèse dans les années 90, accepte de les rencontrer. Un certain Phil Saviano. Quand il pose son stylo, Mike réalise que cela fait près de 4 heures qu'il respirait à peine, tant il était absorbé et tendu par le récit qu'il écoutait. À sa gauche, Matt et Sasha sont assis dans le même état de choc. Même Robbie accuse le coup. Tous fixent la moquette avec une expression indéchiffrable. Il y a encore 3 minutes, ils étaient pourtant tous parfaitement concentrés, stylo en main, le regard braqué sur l'homme qui leur faisait face. Mais maintenant qu'il est parti, la tension retombe d'un coup et les voilà devenus muets. Leur carnet rempli de notes et leur corps pétrifié. Jusqu'à présent, ils avaient épluché des articles et lu quelques témoignages. Mais jamais l'équipe de Spotlight n'avait entendu une victime raconter directement les abus sexuels qu'elle avait subis.
À la fin du mois d'octobre, la cellule Spotlight rencontre Phil Saviano, un homme de 49 ans. Il fut l'un des premiers à porter plainte publiquement contre un prêtre du diocèse de Boston, le père David Holly, pour une série de viols que ce dernier lui a infligés au début des années 60. Phil avait 9 ans. 40 ans plus tard, quand il raconte son cauchemar, il insiste particulièrement sur un mot qui lui semble essentiel parce qu'il doit permettre aux journalistes de comprendre précisément les mécanismes d'emprise qu'on retrouve chez toutes les autres victimes de prêtres, le grooming. Ce terme désigne le fait, pour un adulte mal intentionné, de préparer sa proie en l'approchant par étapes, gagnant petit à petit sa confiance pour pouvoir finalement l'agresser en s'assurant de son silence. Dans le cas de Phil, le père Holly s'est beaucoup intéressé à sa situation familiale. Puis il l'a amadoué avec des tours de cartes avant de s'exhiber à lui pour finir par le violer. À de nombreuses reprises, et ce pendant 18 mois jusqu'à son transfert dans une autre paroisse. Outre l'horreur absolue des faits qu'il contient, le récit de Phil Saviano pose 2 questions cruciales. Comment se fait-il que le prêtre ait été muté de paroisse en paroisse pendant 30 ans et qu'à chaque nouvelle affectation, de nouvelles victimes se soient manifestées dans ces mêmes paroisses ? Se pourrait-il que ces multiples mutations soient justement dues aux agressions sexuelles qu'il commettait ? Mais dans ce cas, cela constituerait la preuve que sa hiérarchie était au courant de ces crimes et qu'elle n'a non seulement rien fait, mais qu'elle s'est en plus chargée de le transférer de paroisse en paroisse pour éviter le scandale, exposant donc systématiquement de nouveaux enfants aux pédophiles. Pas besoin d'être spécialiste en investigation pour comprendre qu'avec ce témoignage, la responsabilité du cardinal Lowe est très gravement engagée. Pour porter cette lourde accusation, Spotlight aura besoin de preuves et de cela, l'équipe est encore bien loin pour l'instant. En attendant, la rencontre avec Phil Saviano marque une étape déterminante dans l'enquête. La possibilité d'avoir affaire à plusieurs prêtres pédophiles devient soudain crédible. L'Église a toujours affirmé que la pédophilie dans ses rangs ne concernait, selon ses mots, que quelques pommes pourries. Cette théorie est sur le point de voler en éclats. Saviano est en effet le fondateur d'une association qui recueille le témoignage de victimes d'abus par des prêtres. Il se dit prêt à présenter certains de ses membres au Globe. En parallèle, Robbie parvient enfin à joindre un puissant avocat de Boston, Eric McLeish. Il a travaillé sur l'affaire Porter 10 ans auparavant et laisse entendre que le diocèse a depuis 30 ans secrètement indemnisé des dizaines de victimes en l'échange de leur signature d'un accord de confidentialité. L'étau se resserre, et cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé lors de l'affaire Porter, le Globe ne reculera pas. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. You've been busy. So many things to do, running around from this place to that. So make sure you finish in a better place and unplug, unbox, and unwind with the Lego set. Because when you build with Lego bricks, the fun and satisfying click-clack of creating your masterpiece emotionally transports you to somewhere where a hectic day just melts away. Build your happy place. Lego. Adults welcome. If your child is considering something as big as joining the military, you can bet they're taking the time to do some research. You can too, by visiting todaysmilitary.com, because their success tomorrow begins with your support today. « 10 août 1982. Votre Éminence, comme vous le savez, notre famille est profondément enracinée dans l'Église. Notre désir est de protéger sa dignité en dépit des larmes causées par le viol de 7 de nos garçons par le père Geoghan. Nous ne pouvons pas annuler cela, mais nous nous devons de tenter de protéger d'autres enfants de ces mêmes abus. Lorsque nous avons rencontré le médiateur en la personne du père Daly, il nous a proposé de garder le silence pour protéger les garçons, ce qui est absurde. Les mineurs sont et doivent être protégés par la loi. Cette proposition insulte notre intelligence.
J'ai un amour et un respect immenses pour vous, cardinal, mais je suis à présent très en colère. Notre famille n'a jamais reçu aucune excuse de la part de l'Église. Qu'importe le prétendu traitement qu'il a reçu, le père Geoghan n'est pas guéri. Ses actions suggèrent fortement qu'il ne l'est pas. Nous porterons cette affaire devant le Saint-Père s'il le faut. Mon cœur est brisé par tout ce gâchis, et m'adresser à vous de cette manière me blesse profondément. Que Dieu ait pitié de nous tous. Margaret Galland. 20 août 1982. Chère Madame Galland, merci pour votre lettre et pour l'expression sincère de votre opinion concernant le prêtre qui a causé des difficultés à votre famille, et plus particulièrement à vos garçons. Bien que je me doive d'être très vigilant face à une situation aussi délicate, je dois en même temps invoquer la miséricorde de Dieu et la partager, sachant que les pécheurs peuvent effectivement être pardonnés. Certes, nous ne pouvons pas accepter le péché, mais nous savons bien que nous devons aimer le pécheur et prier pour lui. Soyez assurés que je parlerai au prêtre afin de trouver la manière la plus chrétienne d'aborder le problème avec lui et de l'éloigner de toute source de scandale pour le bien des fidèles. En 1982, une femme du nom de Margaret Galland écrit au cardinal Medeiros, qui était alors cardinal de Boston, pour le presser d'agir afin que le père Geoghan ne puisse plus commettre d'agression et qu'il soit traduit en justice. Leur échange épistolaire, ici directement traduit de l'anglais, est authentifié. Suite à cette lettre de Margaret Galland, le cardinal Medeiros et son successeur, le cardinal Lowe, se contentèrent de le muter de paroisse en paroisse en lui assignant par intermittence un suivi psychiatrique. De ses premières victimes en 1962 jusqu'à son arrestation en 1999, il aura agressé plus de 130 enfants sur une période de 37 ans. Vous dites, demain nous irons dans telle ville, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui apparaît, puis disparaît. Il est resté jusqu'au bout, il a écouté les Notre Père, les Je vous salue Marie, les intentions de prière et les mots de Saint Jacques, lus par le prêtre Père Nicolas. Il est minuit passé lorsque Robbie regarde les fidèles rentrer chez eux après cette longue veillée de prière. Une fois tout le monde sorti, et alors qu'il se tenait debout au fond, Robbie est allé s'asseoir sur l'un des bancs, sans vraiment savoir pourquoi. Pendant plusieurs minutes, il a tenté d'écouter le silence. Et autour de lui, les cierges, les vitraux, l'odeur de l'encens ont lentement fait leur office. Après quelques instants, son esprit trouve le calme, et c'est tout son corps qui finit par se relâcher. À maintenant 50 ans, Robbie ne comprend toujours pas pourquoi l'immobilité des pierres lui fait un tel effet. Quand il était petit, il croyait que les sentiments que provoquait en lui le silence des églises étaient la preuve de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'est que le fruit d'une mise en scène. Les statues sur leur piédestal, les peintures solennelles, les bougies dansantes sur les murs. Comment savoir pourtant ? Comment savoir si cette mise en scène a été édifiée en vain ? Comment être sûr que Dieu n'existe pas ? Ce dont Robbie est désormais sûr, du moins, c'est que le Dieu qu'on lui a enseigné au catéchisme, lui, n'existe pas. Si ce Dieu permet que ses représentants sur Terre puissent, de leur vivant, violer des enfants, alors Robbie ne veut pas croire à son existence. Il ne le peut pas. Quand il se retourne, Robbie se trouve face au père Nicolas. L'homme doit avoir un peu plus de 40 ans. Bien portant, il a le visage rond, des cheveux noirs, et ses yeux calmes, profondément bienveillants, expriment derrière ses lunettes une sollicitude pleine et entière. Bonsoir, nous allons fermer l'église pour la nuit. Robbie acquiesce, remonte la fermeture éclair de son blouson et se dirige vers la porte, quand le prêtre ajoute « À moins que vous ayez besoin de parler. C'est pour ça que je suis là. » Robbie se retourne avec tant de choses à dire. Les dizaines de questions qu'il se posait ces derniers mois le frappent à nouveau de plein fouet. Bien sûr qu'il a besoin de parler. Il voudrait dire au prêtre qu'il ne s'est jamais senti si perdu. Lui dire que son enquête prouve que depuis 30 ans, le diocèse a couvert au moins 87 prêtres pédophiles en versant des indemnités secrètes aux victimes en l'échange de leur silence. Il voudrait que le prêtre réponde, que l'Église réponde, que Dieu lui-même réponde de ces atrocités.
mais Robbie est incapable de parler. C'est son journal qui se chargera de poser ces questions-là. Demain, le Boston Globe publiera l'enquête de Spotlight. Robbie, lui, a fait sa part. Le journalisme informe pour que d'autres posent les questions, avant que la société ne tente d'y répondre. Demain, la balle sera dans le camp des habitants de Boston, de ses représentants politiques et de ses responsables religieux, le cardinal Lowe en tête. À quelques heures de la publication, Robbie n'imagine pas que l'onde de choc dépassera largement sa ville natale pour gagner les 4 coins du monde. Mais pour le moment, il ne pense plus qu'à rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses filles. Alors, pour répondre au prêtre, il se contente d'un sourire d'excuse en faisant lentement non de la tête et sort, laissant à l'homme de Dieu le soin de fermer son église. C'est comme un anniversaire. Un anniversaire pour adultes. De fait, Robbie, Mike, Sacha et Matt sont joyeux comme des enfants. Entourés de leurs proches, ils sont tous les 4 assis côte à côte, à table. Ils ne peuvent s'empêcher de rire en voyant le gâteau plein de bougies que l'on pose devant eux. Quelques semaines plus tôt, le Boston Globe a gagné le prix Pulitzer, le plus prestigieux dans le monde du journalisme, pour son investigation sur les abus sexuels dans l'église de Boston. La parution de l'enquête date maintenant d'il y a plus d'1 an, mais elle continue de faire parler partout dans le monde, jusqu'aux cathédrales du Vatican, et la visibilité qu'apporte le Pulitzer ne peut qu'accentuer encore cet écho. Le 26 avril 2003, l'équipe de Spotlight improvise donc une fête en petit comité pour célébrer ce prix qui restera sans doute comme le plus important de leur carrière. Au moment de souffler les bougies, on les invite à dire un mot. Mike, Sacha et Matt se tournent naturellement vers Robbie, qui se lève. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit résumer un an de travail sur un sujet aussi bouleversant. Parfois, Robbie se demande s'il est normal que des individus reçoivent des prix pour exposer de tels crimes. C'est une obligation morale. Alors, repensant au chemin parcouru avant de souffler ses bougies, il se contente de dire « Nous avons vraiment une drôle de manière d'évaluer nos succès et nos insuccès. » Le 6 janvier 2002, la publication par le Globe de son enquête sur les prêtres pédophiles du diocèse de Boston provoque une déflagration sans précédent dans l'histoire de la presse écrite. Ce jour-là, le Standard du journal est saturé d'appels. Là où les journalistes avaient tant de mal à trouver des victimes prêtes à témoigner, elles viennent maintenant d'elles-mêmes. Le Globe a libéré une parole contrainte depuis des années. Et cela ne s'arrête pas là. L'article papier renvoie vers le site internet du Globe, où les lecteurs peuvent directement consulter les documents authentifiés et scannés qui incriminent directement les prêtres et les responsables religieux. Une archive en particulier prouve la responsabilité dramatique du cardinal Lowe dans la gestion du père Geoghan. Dès 1984, John Darcy, évêque auxiliaire de Boston, adressait à Lowe une lettre sollicitant son aide. Le père Geoghan a des antécédents de relations homosexuelles avec de jeunes garçons. Je me demande si son travail ne devrait pas être réduit et s'il ne devrait faire l'objet d'une supervision thérapeutique. Après cette lettre et pendant les 20 années qui suivirent, le cardinal Lowe s'est contenté de déplacer Geoghan de paroisse en paroisse, exposant chaque fois de nouveaux enfants à ces agressions. Dans un autre document, le révérend McCormack, bras droit de Lowe, se fend d'une lettre ahurissante à une paroissienne accusant un autre prêtre, le père Birmingham, d'avoir violé son fils. Le cardinal m'a demandé de prêter attention à votre demande. J'ai contacté moi-même le prêtre en question et il m'a assuré qu'il ne s'était rien passé entre votre fils et lui. La possibilité inédite pour les lecteurs de consulter les preuves sur Internet va propulser l'enquête au rang de première actualité virale de l'histoire. 10 ans avant l'avènement des réseaux sociaux, des dizaines puis des centaines de milliers de lecteurs se partagent l'article et les documents par mail. Le scandale fait immédiatement le tour du monde. Il y a 10 ans, le Globe n'avait pas réussi à couvrir l'affaire Porter. Cette fois-ci, les preuves du scandale empêchent toute forme de démenti et provoquent un émoi sans précédent dans l'opinion publique. Des milliers de voix s'élèvent désormais pour interpeller le Vatican. Si ces scandales sont couverts depuis des décennies, comment se fait-il qu'aucun des papes qui se sont succédés ne se soit jamais emparé du problème ?
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Get softer, smoother, and more even-toned skin after just one use with the new Gentle Exfoliating line from Cetaphil. Formulated with a unique triple acid blend that promotes surface skin cell renewal, these gentle chemical exfoliators remove dead skin cells and refine skin's texture while hydrating, resulting in softer, smoother, more even-looking skin. Shop the new Cetaphil Gentle Exfoliating line in the face and body aisles at your local Target store or online at Cetaphil.com. Starbucks Iced Apple Crisp Oat Milk Shaken Espresso. Made with blonde espresso, creamy oat milk, and spiced apple flavors. It's an icy crisp sip you can enjoy all autumn long. Order ahead on the Starbucks app. Les portes en métal coulissent comme à leur habitude. Lourdes, froides, implacables. C'est chaque jour la même chorégraphie dans le pénitencier de Lancaster, 80 km à l'ouest de Boston. Comme dans toutes les prisons du pays, une sonnerie sèche comme les murs retentit à 11h45. Les prisonniers se dirigent vers la cantine, où ils auront très exactement 60 minutes pour déjeuner, entre midi et 13h. Ils retourneront ensuite en cellule jusqu'à 17h30, horaire de la promenade du soir. Le trafic a lui aussi ses habitudes. Cannabis, hashish et petites flasques d'alcool se passent discrètement de main en manche de veste ou se dissimulent au fond des pantalons. En général, lorsque les gardiens s'en aperçoivent, ils laissent faire. Ce ne sera jamais prouvé, mais ce jour-là, le 23 août 2003, il est possible que les gardiens de la prison aient laissé faire bien plus que l'habituel trafic de stupéfiants. Il se pourrait bien qu'ils aient laissé commettre un meurtre. C'est l'heure du dîner. Le cardinal Lowe s'est déjà assis, fin prêt, seul dans la somptueuse salle à manger de sa résidence de fonction près de Sainte-Marie-Majeure de Rome. Dans une minute, comme tous les soirs à 19h, sœur Marie-Alix lui portera son souper. Une purée légère de potirons, brûlante comme il les aime. À la radio, 3 hommes se disputent sur des soupçons de trucage dans le championnat italien, et c'est à peu près tout. Bernard Lowe a maintenant 73 ans. En décembre 2002, soit 1 an après les révélations sur les scandales de pédophilie dans son diocèse, il a démissionné. Non sans avoir resté de tenter pendant de longs mois, affirmant sa volonté d'aider à restaurer l'église de Boston. Dans le même temps, le diocèse perdait des sommes considérables, ses fidèles dévastés cessant de donner pendant les quêtes. Sous la pression de l'opinion publique et du Vatican, Lowe finit donc par quitter Boston. Pour autant, son activité dans l'Église catholique ne s'est pas arrêtée là. Le pape Jean-Paul II le nomme aussitôt archiprêtre de l'une des cathédrales les plus prestigieuses de Rome. Cette nomination, vivement critiquée, peut aussi être interprétée comme un moyen d'isoler le cardinal. Faveur ou sanction, on peut néanmoins dire, sans prendre de risque, que si sa nouvelle résidence est une prison, c'est une prison dorée. D'un point de vue matériel, le cardinal Lowe a bien plus qu'il n'en faut. Dans une interview, Michel Garabédian, l'un des avocats historiques des victimes de prêtres de Boston, regrettera d'ailleurs amèrement le traitement dont Lowe a fait l'objet. Bien sûr que je trouve cela injuste. Il a couvert des abus, il devrait être en prison. Le rappel des titres du soir à la radio sort soudain le cardinal de ses pensées. Il vient entendre un nom. Geoghan. Lowe cherche à monter le son. Sa cuillère tombe au sol. Le présentateur annonce qu'à l'âge de 68 ans, dans la prison du Massachusetts où il purgeait sa peine pour viol, le prêtre John Geoghan a été retrouvé mort. Ou plutôt, assassiné. Le 23 août 2003, le père Geoghan est tué dans sa propre cellule par l'un de ses codétenus, qui l'étrangle avant de le piétiner, causant un écrasement de ses poumons, le conduisant à l'asphyxie. Le meurtrier s'appelle Joseph Druce et il avait lui-même vécu des viols étant petit. Au procès, il plaidera la folie, mais beaucoup voient évidemment dans son cas le désir de venger des traumatismes qu'il avait subis dans son enfance. À ce jour, on ne sait toujours pas si les gardiens ont d'une manière ou d'une autre facilité le geste de Druce.
Toujours est-il qu'à 68 ans, le père John Geoghegan meurt dans des circonstances troubles. Pour les associations des victimes, qui s'expriment par la voix de leur porte-parole, c'est la fin sordide d'une histoire sordide. Les révélations du Globe ont permis à des centaines de victimes de briser le silence dans lequel elles s'étaient murées par peur de ne pas être crues ou par honte, justement, de l'être. Dans les années qui suivirent, partout dans le monde, des dizaines de prêtres furent condamnés, forçant le pape Jean-Paul II puis ses successeurs à reconnaître l'ampleur effrayante du phénomène et son caractère systémique. Après des années d'impunité dans l'Église, les choses commençaient enfin à changer. Cette année-là, la compétition réunit ce qui se fait de mieux à Hollywood. Dans la catégorie meilleur film, Steven Spielberg et Ridley Scott présentent respectivement Le Pont des Espions et Le Martien, tandis que Le Revenant, porté par la prestation extraordinaire de Leonardo DiCaprio, fait aussi figure de favori. La voix posée et le sourire tranquille malgré les enjeux, le très respecté Morgan Freeman se présente, rappelle le nom des 8 films nommés, puis... And the Oscar goes to... Spotlight. Le 28 février 2016, le film Spotlight, qui relate l'enquête du Boston Globe, remporte l'Oscar du meilleur scénario, puis triomphe dans la catégorie reine, celle du meilleur film. C'est peu de choses de dire que ce succès est mérité. Spotlight évite avec brio les pièges posés par son sujet. Le film n'occulte pas la moindre information concernant le scandale, sans pour autant jamais tomber ni dans le pathos ni dans le voyeurisme, exposant la responsabilité dramatique de l'Église sans pour autant basculer dans un propos manichéen. Afin de coller au plus près du ton journalistique qui se doit d'être impartial, d'informer et non de juger, le réalisateur Tom McCarthy a fait le choix d'une esthétique incroyablement sobre. Priorité au récit. Les 4 journalistes de la véritable enquête, consultés pendant l'écriture comme pendant le tournage, sont incarnés par un casting 5 étoiles allant de Michael Keaton à Rachel McAdams, en passant par Mark Ruffalo et Stanley Tucci. Plébiscité par les critiques et le public, Spotlight devient un classique instantané. Il permet d'aborder à nouveau le problème des abus sexuels dans l'Église, qui reste encore malheureusement d'actualité dans de nombreux pays, y compris la France. En 2019, la Conférence des évêques de France initie la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, plus connue sous le nom de Commission Sauvé, d'après le nom de son directeur, Jean-Marc Sauvé. 12 hommes et 10 femmes plongent dans les archives de l'Église, rencontrent des victimes et recueillent des témoignages. 2 ans plus tard, quand ils rendent leurs conclusions publiques, celles-ci s'avèrent une fois encore épouvantables. Il se présente au pupitre comme il l'a fait des centaines de fois pendant ses 40 ans de carrière. En ce 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé, 72 ans, s'apprête à rendre publiques les conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dont il est le président. Ancien préfet, secrétaire général du gouvernement, vice-président du Conseil d'État, sa nomination 2 ans auparavant a fait l'unanimité, y compris dans les associations de victimes. Face à des représentants religieux français et devant un ambassadeur du Vatican, face à des représentants de victimes et devant de nombreux journalistes, il détaille pendant plus d'1 heure le rapport de la commission. Lourd de 585 pages, auxquelles s'ajoutent 2500 pages d'annexes, c'est le fruit d'un travail long de 2 ans. Les 22 membres ont plongé dans les archives de l'Église de 1950 à nos jours, rencontré 243 victimes et lu les témoignages de près de 2000 d'entre elles. Le président rappelle en préambule le caractère inédit de cette enquête dans l'histoire de France, puis s'exprime sans détour. Notre travail a permis d'éclairer de manière approfondie les abus de pouvoir et de conscience dans l'Église, et les abus sexuels qui en ont résulté. Les nombres accablants ne peuvent rester sans suite. Les travaux de la commission confirment d'abord l'ampleur des violences sexuelles dans la société française. 5 millions de personnes majeures en 2021 avaient subi des violences sexuelles avant leur majorité. Selon la commission, les violences exercées dans l'Église représentent quant à elles 4% des violences sexuelles en France depuis 1950.
Le rapport établit à plus de 216 000 le nombre de victimes de prêtres, religieux ou religieuses. Cela fait de l'Église catholique, après les cercles familiaux et amicaux, le milieu où la prévalence des agressions est la plus élevée. Et ce, devant l'école, le sport extrascolaire et les colonies de vacances. Pour Jean-Marc Sauvé, le verdict est sans appel. Le rapport reconnaît la responsabilité de l'Église dans ce qui s'est passé. Il y a eu des responsables religieux qui n'ont pas dénoncé et qui ont même exposé des enfants à des risques en les mettant en connaissance de cause, en contact avec des prédateurs. Cette mise en cause claire et directe de l'institution n'est pas sans rappeler certains éléments clés de l'affaire Spotlight aux États-Unis. Le rapport Sauvé établit en effet que jusqu'au début des années 2000, l'Église française faisait preuve d'une indifférence profonde et cruelle à l'égard des victimes, qui n'étaient à cette époque-là pas crues ni entendues, et même accusées d'avoir contribué à ce qui leur est arrivé. Rarissimes étaient les cas où les victimes étaient indemnisées, et si c'était le cas, c'était toujours en l'échange de leur silence absolu. Devant cette horreur, le président de la commission va jusqu'à dire « Les agressions sexuelles sont clairement des œuvres de mort et portent une atteinte grave au 5e commandement, tu ne tueras pas. » Après de longues minutes à exhumer le passé, Jean-Marc Sauvé exhorte donc les instances religieuses à prendre le problème à bras-le-corps dans le présent. Il ne peut y avoir d'avenir commun sans un travail de vérité, de pardon et de réconciliation. Depuis 2021, l'Église catholique en France, mais aussi dans le reste du monde, a fait évoluer un certain nombre de ses pratiques. Des fonds d'indemnisation ont été créés. La formation de tous ceux qui dans l'Église interviennent auprès des jeunes a été revue pour mieux prévenir de nouvelles agressions. Et cela fait maintenant plusieurs années que les évêques ont l'obligation de signaler à la justice tout abus qui viendrait à leur connaissance. Les choses semblent donc être en train de changer. Peut-être encore trop lentement pour certains, mais semble-t-il sûrement. Preuve que le courage des victimes qui ont osé prendre la parole a fini par avoir l'impact tant attendu. Le relais des journalistes doit également être salué. En interview il y a quelques années, Martine Baronne, l'instigateur de l'enquête Spotlight, qui fut la première à porter publiquement le problème des abus sexuels dans l'Église jusqu'au Vatican, rappelait en ces mots que c'est la responsabilité d'un journal que d'alerter sur les dérives des institutions de notre société. Et plus grande est l'institution, plus grande est la responsabilité. Merci d'avoir écouté cette saison des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.